Je voulais vous parler aujourd'hui du fait que les histoires sont vraiment importantes et écrire sa propre histoire, c'est un moyen de vraiment de se la réapproprier, de déconstruire les mythes qui y sont attachés. Donc moi aujourd'hui je suis une femme, je suis arabe, je suis musulmane, je suis française et marocaine. Je suis donc à l'intersection de plusieurs discriminations et de violences. Et j'ai ainsi plusieurs luttes à mener, notamment contre le sexisme et contre le racisme. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un état des lieux des droits des femmes dans le monde arabe. Ce n'est pas mon expertise et des personnes l'ont fait bien mieux que moi. Je souhaite vous parler aujourd'hui de la vision stéréotypée aux relents vraiment coloniaux que conserve la France du monde arabe et des droits des femmes et des conséquences concrètes de cette vision sur les femmes arabes et sur les femmes musulmanes en France. Donc aujourd'hui, faire entendre nos voix pour se réapproprier notre narration est un enjeu principal en France. Je suis née et j'ai grandi en France, et aux yeux des gens, j'ai toujours été une exception. Je ne correspondais pas du tout en fait à l'image qu'ils se faisaient d'une femme arabe et d'une femme musulmane. Il y avait un décalage entre la personne que j'étais et la personne que les gens voudraient que je sois. Donc on s'est ainsi souvent étonné de me voir épanouie et bien intégrée, comme si mes origines ou ma religion étaient un frein à mon émancipation pardon, et m'empêchait d'être libre de mes choix. Pour ces gens, si j'étais aussi ouverte et féministe, c'est simplement parce que je suis française, mais pas du tout parce que je suis arabe et musulmane. Et du coup, j'ai fini par intérioriser l'idée que ma culture et ma religion seraient forcément un jour un frein à mon émancipation, et que en fait mes différentes identités, être arabe, féministe, musulmane, elles étaient en fait incompatibles entre elles, voire même contradictoires. Du coup, aujourd'hui, en fait, en France, pour avoir une place légitime au sein de notre société en tant que femme musulmane, on doit nier une partie de nous-mêmes. On ne peut pas être exactement la personne que l'on veut et que l'on est. Et du coup, c'est un malaise qui n'a cessé de grandir avec les médias, qui nous répètent donc toujours cette même histoire où les hommes musulmans sont évidemment des gens violents et rétrogrades, et il faudrait libérer et sauver les pauvres femmes musulmanes que nous sommes. Donc je ne reviens pas sur voilà, les stéréotypes de femmes soumises, oppressées, victimes, faibles et sans aucun libre arbitre. Et des médias parlent en fait tous les jours d'islam, parlent tous les jours en France de femmes musulmanes, mais où des femmes comme moi ne sont jamais représentées, on est tout bonnement invisibles. Du coup, les identités, elles permettent à tout le monde vraiment de s'estimer, de s'apprécier, voire même de se projeter. Or, si on nous renvoie tout le temps une image de nous dépréciée, non seulement notre identité est touchée, mais l'image que nous sommes et où nous allons également. Il est donc impératif de permettre aux personnes concernées de sortir de cette phase de dévalorisation. Et comme disait une féministe noire américaine, Audre Lorde, si je ne m'étais pas définie pour moi-même et par moi-même, j'aurais été écrasée et dévorée par les fantasmes que les autres avaient de moi. Du coup, c'est exactement ce que j'ai décidé de faire, ne pas laisser les autres définir qui je suis et vivre pleinement mes différentes identités. Donc moi, ça a pris un long chemin avant de créer l'association La Lab. J'ai fait une quête personnelle. Je suis partie avec mon sac à dos et ma caméra à la rencontre de modèles de femmes musulmanes que l'on ne voit jamais. Donc des femmes bien loin des clichés habituels, où j'ai pu rencontrer donc pendant plusieurs mois donc au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Iran et en Indonésie 25 femmes musulmanes qui allient sereinement leur foi d'un côté et leur engagement pour l'égalité et pour l'émancipation des femmes de l'autre côté. Donc j'ai réalisé une série documentaire pour lutter contre les préjugés sur les femmes musulmanes et surtout pour inspirer chaque femme à créer son propre chemin d'émancipation. Parce que pour moi, il n'y a pas un seul chemin d'émancipation. Chaque femme est à même de créer son propre chemin. Et ce documentaire, je ne l'ai pas fait en fait pour les femmes arabes ou musulmanes, comme on a tout le temps l'habitude de nous le rappeler. Je l'ai fait pour les femmes en France, je l'ai fait pour les femmes en Occident. Parce qu'aujourd'hui, se réapproprier notre narration, être actrice de notre récit et ne plus laisser devenir les autres, ne plus laisser pardon, les autres nous définir, c'est devenu une nécessité. C'est vraiment devenu un enjeu de survie pour nous. Alors aujourd'hui, donc dans ma deuxième partie, je voulais juste parler du fait que la vision fantasmée que les gens ont des femmes arabes ou des femmes musulmanes dans les pays arabes et musulmans, en fait aujourd'hui ça sert à nous silencier, nous en France, et à discriminer les femmes en France musulmanes et arabes. Du coup, donc évidemment, les femmes musulmanes, elles sont réduites à un silence paradoxal. On ne cesse de parler d'elles, mais sans jamais nous donner la parole. Donc, à la télévision, on va très souvent voir, voilà, parler des femmes musulmanes. On parle du burkini chaque été en France, et on va voir 4 hommes de plus de 70 ans, non musulmans, parler à notre place, comme si nous, on n'avait pas la capacité de le faire.
Et malheureusement, nos institutions médiatiques et politiques sont voilà, empreintes de ce sexisme et de ce racisme. Le fait, par exemple, de nous renvoyer systématiquement à nos pays d'origine ou aux pays musulmans lorsque nous parlons de la situation des femmes musulmanes en France, c'est véritablement une injonction raciste. Cela suggère de façon vraiment insidieuse que les musulmanes françaises en fait, sont condamnées à toujours être des étrangères. Quand bien même nous sommes en France depuis des générations et des générations, on est tout le temps vus en fait comme des étrangères et on ne prend pas en compte nos problématiques spécifiques qui ont lieu en France. Donc, sans évidemment, on rappelle que les victimes de violences faites aux femmes a lieu partout dans le monde, a lieu également partout en France, où aujourd'hui encore en France, des femmes meurent tous les 3 jours, par exemple, de violences conjugales, mais aujourd'hui nos politiques ne cessent de parler uniquement des violences faites du fait des femmes musulmanes. Donc il est intéressant de noter, par exemple, que lorsqu'on veut parler du foulard en France, on va sans cesse inviter une femme qui vient d'Iran pour nous parler, par exemple, du voile forcé, comme s'il était incompatible en fait de soutenir aussi bien une femme qui veut enlever son voile parce que celui-ci lui est forcé. C'est la même chose que de soutenir une femme qui veut porter son foulard. En fait, dans les deux cas, on permet aux femmes de faire le choix qu'elles veulent et de ne pas les considérer comme des femmes mineures qui ne savent pas décider pour elles-mêmes. Du coup, cette narration, elle se retrouve malheureusement chez encore beaucoup de féministes en France, où les associations féministes traditionnelles ont tendance à voir évidemment la foi comme un frein à l'émancipation des femmes. Mon engagement personnel est né d'ailleurs de là, puisque ma directrice de mémoire, quand je faisais mon mémoire sur les féministes musulmanes, m'avait dit: Sarah, tu dois choisir, c'est soit tu es féministe, soit tu es musulmane. Donc tout le temps, on est tout le temps en France, on a tout le temps besoin de choisir et on doit faire face à cette condescendance qui nie en fait les discriminations qu'on vit, parce que nous en tant que femmes musulmanes en France, nous ne vivons pas seulement le sexisme, on vit aussi le racisme et l'islamophobie ambiante. Donc évidemment, nous avons des luttes communes avec les féministes en France, mais nous avons des luttes vraiment spécifiques. Par exemple, le salaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps en France. Nous avons plus de 26% d'inégalité entre les salaires des hommes et des femmes à statut égal. Moi, quand je parle à mes bénévoles dans mon association, elles me disent: moi, je n'arrive même pas à accéder au marché de l'emploi avec mon foulard. Donc on n'a pas du tout en fait encore le même agenda politique, parce que nous n'avons même pas les mêmes réalités. Du coup, voilà, pour moi, vraiment, le féminisme, c'est de permettre aux femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent, de faire ce qu'elles veulent sans leur dicter comment s'émanciper. Or, en France, quand on est une femme musulmane, on nous dicte encore comment nous émanciper. Donc, très rapidement, et je finirai sur ça, je pense qu'on en parlera pendant les questions, mais je voulais juste dire en fait que chez nous, l'association La Lab, donc une association féministe et antiraciste qui a pour but de faire entendre les voix des femmes musulmanes, l'enjeu de juste faire entendre nos voix est très difficile. Et pendant les questions, si vous avez des questions, je parlerai des difficultés qu'on rencontre. Elles sont assez incroyables. Et voilà, donc je finirai sur ça. Merci beaucoup.